Bismillah. Héloïse ayant décidé de passer la majeure partie du dimanche au lit, Gilda lui avait apporté le petit déjeuner, à une heure tardive, puis le déjeuner. Elle avait cuit le gigot avec beaucoup de soin. Héloïse en avait repris en avouant qu'elle le trouvait très tendre. Maintenant, assise dans le lit, rayonnante de beauté, elle se sentait d'humeur à bavarder. « Je suis heureuse que tu aies eu une si bonne nuit, » dit Gilda. « Tu devais être bien fatiguée pour dormir aussi longtemps. » Héloïse lui répondit en riant. « J'avais surtout pris du laudanum. » Horrifiée, Gilda s'exclama. « Du laudanum ? Tu sais pourtant que maman désapprouvait toujours le médecin lorsqu'il conseillait à papa une cuillère de cette drogue afin d'apaiser ses douleurs rhumatismales. Je ne pourrais pas dormir sans en prendre. » Devant l'air des approbateurs de Gilda, Héloïse ajouta. « Il t'est facile de critiquer, mais sache que si tu danses jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, tout en buvant du champagne, le sommeil t'échappe quand tu te mets enfin au lit. » Danser toute une nuit. Gilda ne demandait pas mieux que de tenter l'expérience, mais il fallait que sa sœur comprenne que le laudanum était pour elle un poison. « Je suis certain qu'il te suffirait de boire du lait chaud pour trouver le sommeil. » Maman avait l'habitude de répéter que le miel et le lait. Héloïse l'interrompit brusquement. « Oh, ne fais pas tant d'histoire. Laisse-moi plutôt te raconter le succès que j'ai eu au bal de la duchesse de Bedford. Tout le monde m'a trouvé sensationnel, et c'est à partir de ce moment-là que le marquis s'est intéressé à moi. » Ainsi, elle recommençait à parler du marquis. Gilda ne s'en plaignait pas, et fascinée, elle écoutait sa sœur décrire ses sorties, énumérer les compliments qu'elle recueillait, détailler ses plus belles robes, celles qui coûtaient plus d'argent que Gilda n'en avait pour vivre toute une année. Elle n'était pas jalouse et ne l'avait jamais été. Pourtant, Héloïse avait toujours occupé la première place, en toutes choses, et d'abord dans le cœur de leur père. Il est vrai qu'elle était de 18 mois son aînée, et puis sa beauté semblait lui réserver le droit de passer avant sa sœur, en lui laissant les restes. Héloïse poursuivait son récit. Quand le marquis m'a annoncé qu'il donnerait un dîner pour moi dans ses appartements de Berkeley Square, j'ai compris que je lui inspirais un intérêt tout particulier. « Est-ce le dîner d'hier soir où tu n'es pas allé ?» Héloïse hocha la tête. « Le marquis doit être furieux et jaloux, certainement persuadé que je me suis trouvé une occupation plus distrayante et plus attrayante que de dîner en sa compagnie. L'idée en elle-même a dû lui donner un choc. » Gilda estimait que sa sœur avait eu une attitude très désobligeante en se dérobant sans excuse à une invitation lancée en son honneur. Mais elle jugeait qu'il valait mieux se taire. Héloïse reprit. L'ennui avec le marquis, c'est qu'il obtient tout ce qu'il désire. On prétend que les femmes ne lui refusent jamais rien, quelle que soit sa demande, qu'il s'agisse de leur faveur ou d'autres choses. Elle avait prononcé cette dernière phrase sur un ton qui ne permettait pas à Gilda d'en saisir la signification. Mais elle n'osa pas l'interrompre. Je suis arrivé à la conclusion que je susciterais beaucoup plus son intérêt en affichant des réticences qu'en le harcelant comme font les autres femmes. Elle rit avant d'ajouter. Bien entendu, ce n'est qu'un jeu. En fait, je veux cet homme et je ne le laisserai pas m'échapper. Et quand tu seras parvenu à tes fins, alors je deviendrai la marquise de Straverton et tous mes ennuis seront terminés. Quel ennui as-tu, Héloïse? Tu n'as nullement l'air préoccupée. Je dois me marier. Je te l'ai dit, en juillet j'aurai 20 ans. Celles qui étaient débutantes en même temps que moi ont pour la plupart déjà trouvé un mari. Un petit pli apparut entre ses sourcils. Elle remarqua. Seulement, elles avaient des parents qui ont arrangé leur mariage, comme il est d'usage dans les cercles aristocratiques. Et ta marraine, n'a-t-elle pas pu faire de même pour toi? Gilda ne voyait rien de plaisant ce genre d'union. C'était même une idée qui la glaçait. S'il s'agissait d'une coutume aristocratique, Héloïse ne pouvait qu'approuver. « Ma reine est tellement stupide, dit-elle avec dédain. Elle ne sait pas encore en quoi consiste son rôle. L'année dernière, quand je lui ai suggéré de parler à Lord Cornwell, dont le fils aîné s'intéressait à moi,
Elle m'a répondu que cela la gênait, car elle ne connaissait pas les Cornwall. Je la comprends. Tu es aussi stupide qu'elle, et j'ose affirmer que si maman était encore en vie, elle aurait hélas la même attitude. Pourtant, on doit à l'évidence exclure les sentiments en matière de promotion sociale. Après un silence, Gilda demanda. Le marquis serait-il partisan d'un mariage arrangé? Je suis sûr que tous les ducs, duchesses, comtes et comtesses du royaume ont tenté de lui présenter leur fille en mal de prétendant. Mais je suis également persuadé qu'il tient à choisir lui-même sa femme. Alors, prions pour que tu sois l'élu. Je laisse les prières de côté et me sers de mon intelligence. Il est certain qu'en ce moment, le marquis doit se demander fébrilement où je me trouve et avec qui. Lui diras-tu que tu es venu ici? Tu es folle? Je vais lui annoncer, les yeux baissés, que j'ai vécu des moments délicieux. Si je prends une petite voix langoureuse, il s'imaginera que l'on m'a courtisé et même embrassé. Il sera jaloux et tout deviendra possible. S'appuyant contre les oreillers, elle leva les yeux vers le plafond, comme si la pensée de ses fiançailles avec le marquis la plongeait dans une profonde extase. Pendant quelques instants, Gilda demeura silencieuse, puis elle fit remarquer à Héloïse. J'ignore tout de certaines choses, mais il me semble tout de même que le marquis risque de penser que tu vas un peu vite si tu permets aux hommes de t'embrasser. C'est bien plutôt le contraire qui l'étonnerait. Cela je peux le comprendre. Tu es si belle que tous les hommes doivent te trouver irrésistible. Mais te faut-il les embrasser? Tu parles sans savoir, rétorqua Héloïse. Laisse-moi faire avec le marquis. Je sais que j'ai raison. Oui, bien sûr. Quand arriva l'heure du thé, Héloïse décida de ne pas abandonner un lit où elle se trouvait si confortablement installée. Gilda lui apporta donc le thé dans la chambre. Sur un plateau garni d'un apron de dentelle, elle disposa le plus beau service en porcelaine de sa mère et espéra qu'Héloïse apprécierait le petit sablé qu'elle s'était empressée de confectionner pendant que le four était encore chaud. Lorsqu'elles eurent terminé leur thé, Gilda s'adressa à sa sœur d'une petite voix timide. « J'ai quelque chose à te demander, Héloïse. »« Laquelle ? Si je venais à Londres, te serait-il possible de me trouver un emploi, quel qu'il soit ?» Héloïse se redressa brusquement sur le lit. « Mais que viendrais-tu faire à Londres ? J'ai beaucoup réfléchi. Pour rester ici, il me faudrait gagner quelque argent. Seulement, je ne vois pas comment. Et qu'imagines-tu trouver à Londres ?» Héloïse parlait avec agressivité, le regard hostile. Gilda se sentait mal à l'aise. Je me demandais s'il me serait possible de donner des leçons à des enfants ou de m'occuper d'eux. « Veux-tu dire que tu souhaiterais devenir une gouvernante ?» demanda Héloïse, horrifiée. « Enfin, quelque chose comme cela, oui. Et comment crois-tu que je supporterais d'avoir une sœur qui ne soit ni plus ni moins qu'une domestique? Quelle abominable suggestion! Je suis désolé, je ne voulais pas te contrarier, mais il ne pouvait pas en être autrement. Je vis dans le monde de l'élégance, et bien entendu, je n'ai jamais confié à personne que ma maison n'est qu'un manoir en ruine, et que mon père n'a jamais eu d'autre revenu que sa solde de soldat. » Gilda avait souvent soupçonné sa sœur d'avoir honte de sa famille. Mais l'entendre soudain, devant elle, exprimer cette honte, lui donna un tel choc qu'elle dut serrer l'une contre l'autre ses mains tremblantes. « Pardonne-moi, Héloïse, je me débrouillerai autrement. » Elle pensait que, la veille, penchée sur ses comptes, elle s'était dit qu'il lui était réellement impossible de continuer à vivre au manoir, alors que s'épuisait le peu d'argent de sa mère. « Si tu dois donner des leçons à des enfants, fais-le donc ici. » Héloïse s'exprima avec dureté, mais Gilda lui répondit humblement. « Il y a déjà une institutrice au village, et l'école est si pauvre que cette brave mademoiselle Crew mourrait certainement de faim si elle n'avait pas quelques ressources personnelles. » Un court silence précéda la réponse d'Héloïse. « Je te l'ai dit, il faut te marier. Il doit bien se trouver quelque part un fermier ou même un commerçant prospère qui considérerait comme un honneur de t'avoir pour femme. » Gilda se leva et s'approcha de la fenêtre. Mais, luttant contre les larmes qui lui brûlaient les yeux, elle ne voyait ni le jardin, ni le soleil de l'après-midi. Désormais, elle savait qu'Héloïse n'avait pas d'affection pour elle, ni pour leur mère d'ailleurs. En lui suggérant d'épouser un fermier ou un marchand, afin de ne pas l'encombrer, Héloïse lui montrait clairement
tout le dédain qu'elle lui inspirait, un dédain qu'enfant Gilda avait toujours soupçonné. Tout cela était bien éloigné de la fierté que leur mère ressentait vis-à-vis de ses ancêtres de Cornouailles. Quant à leur famille paternelle, elle avait servi la patrie comme soldat ou marin pendant des générations. Général, leur grand-père avait été anobli, et l'on trouvait le nom de leur arrière-grand-père dans les livres d'histoire. Tandis qu'elle refoulait ses larmes, elle entendit soudain la voix d'Héloïse. « Si j'ai bien compris, il va falloir que je te donne de l'argent, mais je trouve cela très ennuyeux. » Gilda se détourna de la fenêtre. « Non, Héloïse, je vais m'arranger autrement. » Mais Héloïse n'écoutait pas. La contrariété altérait sa beauté de lys et d'or. Et l'espace d'un moment, elle retrouva son visage de petite fille qui trépignait de rage parce qu'elle n'était pas satisfaite. « Je sais ce que je vais faire, dit-elle. Je te donnerai 20 livres par an tant que tu ne seras pas marié. Et tu auras beau pleurnicher, tu n'auras rien de plus. » « Je ne pleurniche pas. » Alors qu'elle tentait de sauvegarder sa fierté, sa voix avait buté sur les mots. Les larmes coulaient sur ses joues. Héloïse continua comme si de rien n'était. « Tu auras cet argent à condition que tu ne viennes jamais à Londres et que tu arrêtes de quémander. » Je n'avais pas cette intention. J'essaie de te faire comprendre ceci. J'épouserai le marquis sans lui dire que j'ai une sœur. Tu ne devras faire aucune apparition dans ma vie ni raconter en dehors du village que nous sommes parentes. Je te le promets, Héloïse, mais je ne veux pas de ton argent. Après ce que je viens d'entendre, je préfère aller frotter les parquets chez les gens que d'accepter le plus petit sou de toi. Elle quitta la chambre, referma la porte derrière elle et courut se jeter sur son lit en éclatant en sanglots. Elle avait toujours pensé à Héloïse avec amour, et elle découvrait maintenant son erreur. Tout n'avait été qu'illusion. Elle n'aimait pas Héloïse, et Héloïse ne l'aimait pas, mais elle avait eu besoin d'y croire, parce que sa sœur était l'unique personne qui lui resta et l'empêcha de se sentir absolument seule. Quelque chose de très précieux venait de disparaître en creusant dans sa vie un vide que rien ne pourrait combler. Longtemps, elle pleura, puis elle se rendit compte que l'heure du dîner approchait et qu'elle devait préparer la langue de bœuf qu'elle avait achetée pour Héloïse chez le fils de Madame Hewlett. Celui-ci lui avait dit « Je ne vous la fais pas chère, mademoiselle Gilda, et il y en aura bien assez pour 2 personnes. » Elle se souvint que si elle avait parlé d'une visite, elle n'avait cependant pas mentionné qu'il s'agissait de sa sœur. Cela aurait sûrement intéressé Madame Hewlett, mais pas son fils. D'autre part, Gilda était tellement en retard que, sans l'insistance du fermier, elle n'aurait même pas pris le temps d'acheter la lampe. Après s'être aspergé le visage d'eau froide, elle descendit à la cuisine. Tandis qu'elle faisait cuire la langue, elle ne cessa de se demander comment elle allait parvenir à payer l'impôt sur le manoir. L'échéance approchait. « J'ai peut-être eu tort de refuser les 20 livres d'Héloïse, se dit-elle, mais pensant à ses ancêtres de Cornouailles, elle releva le menton. Elle avait hérité de cette fierté avec laquelle ils avaient affronté les Normands, puis les barons qui mettaient leur liberté en péril. Je trouverai une solution, c'est certain, pensa-t-elle. En portant le plateau à Héloïse, elle se sentit un peu gênée, mais comme si elle avait oublié leur discussion, sa sœur se contenta de lui dire « Je me demande pour quelle raison tu t'es absentée si longtemps. J'ai dû allumer les chandeliers moi-même. Je suis désolée, j'ai préparé le dîner, j'espère qu'il te plaira. » « Espérons-le, répondit sèchement Héloïse. As-tu pensé au Bordeaux dont on avait parlé? Oh, excuse-moi, je l'ai oublié. Es-tu certaine que le vin ne te fait pas de mal? Maman disait toujours que le vin finit par abîmer le teint d'une femme. Maman n'était pas avare de bêtises. À Londres, je suis obligé de boire, mais il est vrai que certaines mères interdisent l'alcool à leurs filles. Ainsi, tu pourrais t'abstenir, toi aussi. Non, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise lorsque je bois. On a toujours prétendu que le prince de Galles s'adonnait à la boisson, ainsi que tous les dandys qui l'entourent. Et il leur arrive d'être ivres avant la fin de la soirée, à l'exception des adeptes de l'équitation qui veillent à leur forme. Il me semble qu'un parfait gentleman ne doit pas négliger le sport. Héloïse s'empressa de revenir à son sujet favori. Eh bien, justement, le marquis est très sportif, et en raison de sa carrure et de sa taille, il surveille son poids pour participer aux courses d'obstacles, qu'il gagne toujours d'ailleurs. On dit aussi qu'il est le meilleur escrimeur de toute la haute société. L'as-tu déjà vu se livrer à l'escrime? Non,
Les femmes sont rarement admises dans les gymnases. De toute façon, cela ne m'intéresse pas vraiment. Mais tu dois t'y intéresser. Je prétends le faire, mais je ne tiens pas à assister aux exploits du marquis. Je préfère l'écouter me parler, me dire que je suis ravissante. Elle prit le petit miroir qu'elle avait posé près d'elle, sur le lit, et contempla son image. Sais-tu, Héloïse, qu'à cet instant même tu ressembles trait pour trait à maman? Elle remarquait souvent que nous étions tout comme elle. Le portrait de sa grand-mère. Elle la dépeignait comme une femme de grande beauté. Je ne pense pas qu'on ait jamais entendu parler d'elle en dehors de la Cornouaille, remarqua Héloïse avec mépris. Moi, je rivalise de beauté avec Georgina, duchesse du Devonshire. De fait, la plupart des gens pensent que je suis plus belle qu'elle. J'en suis certaine, affirma Gilda, sans malice. Quand elle eut terminé son repas, Héloïse annonça qu'elle voulait dormir. Il me faut bien une longue nuit de sommeil. Demain soir, je vais danser et je tiens à paraître éblouissante. Elle désira changer de chemise de nuit et demanda à Gilda de lui en apporter une autre. Elle lui fit également mettre en pli les boucles sur 100 francs. L'inexpérience de Gilda, comparée à l'habileté de sa camériste, l'exaspéra. « Je suis désolé, dit Gilda, j'essaie de suivre des instructions, mais c'est la première fois que je fais cela. Il suffit de regarder tes cheveux pour s'en convaincre. » Cependant, Héloïse admit que sa femme de chambre avait reçu les conseils d'un excellent coiffeur avant de pouvoir s'acquitter parfaitement de sa tâche. Évidemment, lorsque je me rends à un bal, c'est le coiffeur lui-même qui vient à la maison. Il dit que ma beauté lui attire des clientes qui cherchent à me ressembler. Gilda plaça une dernière épingle dans la chevelure de sa sœur. « Ça va maintenant ?»« Ce n'est pas trop mal. » À la demande d'Héloïse, Gilda emprisonna ses cheveux d'or dans une résille. Puis, assise devant la coiffeuse, Héloïse s'enduit le visage d'une lotion achetée à Bond Street. « C'est un produit à base de racines d'iris, dit-elle. Il donne un teint clair et il est très très cher. Tu as toujours eu une peau magnifique. Je ne crois pas que des iris ou je ne sais quel cyclamen y soient pour quelque chose. » Héloïse eut un éclat de rire. « Fort heureusement, ma reine ne peut pas t'entendre. La dernière facture de la parfumerie l'a fait bondir, et elle a affirmé qu'à mon âge, je n'avais pas besoin de ses soins. J'estime qu'elle a raison. Il te faut simplement une eau douce et de l'air frais. » Gilda s'exprimait avec assurance tout en craignant de paraître trop critique et de provoquer la haine d'Héloïse. « En dépit de la honte que je lui inspire, elle reste ma sœur, se dit-elle. Peut-être qu'un jour, qui sait, elle aura de nouveau besoin de moi. » Héloïse se leva, s'éloigna de la coiffeuse et alla se recoucher, en demandant à Gilda « Ferme la fenêtre et tire soigneusement les rideaux. Je ne tiens pas à être réveillée par la lumière du matin. » Gilda obéit, pour éviter toute querelle, mais il lui semblait que l'atmosphère de la chambre n'allait pas tarder à être étouffante. « Une dernière chose, Gilda. Apporte-moi le flacon de laudanum, que j'ai laissé sur le bord du lavabo et une cuillère aussi. Oh, Héloïse, ne prends pas cette drogue. J'ai la ferme intention de dormir jusqu'à 8 heures du matin. Tu me réveilleras pour que je sois prête quand la calèche arrivera. » Ne sachant que répondre, Gilda alla chercher le flacon. Le liquide sombre lui fit une sinistre impression. Héloïse en prit 2 cuillères à thé. Lorsque sa sœur voulut éloigner la drogue, elle l'arrêta. « Laisse-la près du lit. Il m'arrive d'en reprendre si le sommeil tarde à venir. » Gilda obtempéra. Puis elle éteignit le petit chandelier proche du lit. « Si tu n'as plus besoin de rien, dit-elle, je te laisse et t'apporterai le petit déjeuner à 8 heures. Ensuite, je ferai ta malle. N'hésite pas à me brusquer si je somnole. Je dois être à Londres avant le déjeuner. Le marquis sera certainement impatient de me revoir. Je l'espère pour toi. » Gilda souffla les bougies sur la coiffeuse et se dirigea vers la porte. « Bonne nuit, Héloïse. J'ai été heureuse de ta visite. Quelles que soient tes pensées à mon égard, je continuerai à prier pour que tes rêves se réalisent. » Héloïse répliqua avec fermeté. « Je ne veux pas en douter. » Gilda quitta la chambre et descendit à la cuisine. Elle fit la vaisselle et prépara le plateau du petit déjeuner d'Héloïse en se disant « Je dois absolument garder le manoir pour qu'Héloïse ait un endroit où se réfugier si les choses tournent mal. » Sans trop savoir pourquoi, elle avait le sentiment que sa sœur n'épouserait jamais le marquis. Il lui arrivait ainsi d'avoir des prémonitions, en dehors de toute logique, et immanquablement, tôt ou tard, elles se vérifiaient. Ce dont lui venait de ses ancêtres de Cornouailles, sa mère lui avait souvent rappelé qu'ils appartenaient, comme les Écossais et les Gallois, au peuple celte,
un peuple doué d'une sensibilité particulière. J'ai toujours senti, lui disait madame Wingate, de sa voix douce, les moments où ton père était en danger. Au début, je croyais que mon imagination me jouait des tours, mais plus tard, j'ai pris la peine de consigner ces impressions en notant le jour et l'heure. Et quand ton père revenait, je constatais d'étranges coïncidences. Il me racontait ses combats, et je découvrais que j'avais eu peur à l'instant précis où une balle était passée en sifflant près de son visage, ou pendant que se déroulait une bataille qui allait être fatale à nombre de ses compagnons. Gilda avait constaté qu'elle possédait ce même don de double vue. Elle savait distinguer les gens honnêtes et sincères des fourbes et des menteurs, mais elle trouvait bien embarrassantes certaines prémonitions qui finissaient toujours par s'avérer. En serait-il de même à propos du mariage d'Héloïse avec le marquis? Sa sœur était-elle vraiment condamnée à une immense déception? Gilda voulut se persuader du contraire. « Je me trompe, c'est sûr, je me trompe, » se dit-elle, mais tandis qu'elle se déshabillait pour la nuit, son mauvais pressentiment ne cessa de s'accentuer. Afin de ne plus y songer, elle mit des épingles dans ses cheveux, comme elle l'avait fait pour sa sœur, et l'idée lui vint qu'elle pourrait bien porter avec autant de grâce qu'Héloïse la même coiffure à la mode. Et sans doute aussi les robes superbes et le joli chapeau orné de plumes bleues qu'Héloïse avait mis pour venir. J'aimerais l'essayer, pensa-t-elle, non sans se douter qu'Héloïse lui refuserait ce plaisir. Sa sœur n'avait plus reparlé des 20 livres qu'elle lui avait proposés, et à la lumière de ses projets, il paraissait évident qu'elle ne reviendrait jamais au manoir, à moins qu'elle ne rencontrât de sérieuses difficultés. Au bout d'un moment, Gilda souhaita oublier qu'elle avait une sœur. Cela faisait mal, mais ne manquait pas d'être raisonnable. Les gens sont ce qu'ils sont. Il est inutile de vouloir les changer. Gilda s'éveilla bien avant l'heure du petit déjeuner d'Héloïse. Elle en profita pour ranger la maison et dépoussiérer le salon. Elle se réservait toujours cette pièce, laissant les autres à madame Hewlett, dont les gestes brusques et les grosses mains lui semblaient une menace pour les délicats bibelots en porcelaine de sa mère. Quand elle eut fini, le feu était déjà vif dans le fourneau, mais avant de faire les œufs, elle voulut s'assurer qu'Héloïse était réveillée. Elle monta dans la chambre, un peu avant 8 heures, et tira les rideaux. Le soleil brillait déjà, et les lilas blancs semblaient plus fleuris que la veille. Se tournant vers le lit, elle constata sans surprise qu'Héloïse était encore profondément endormie. Très belle comme toujours, elle paraissait cependant beaucoup plus jeune dans le sommeil. Un léger sourire flottait sur ses lèvres, et sa peau donnait l'impression d'être translucide. « Héloïse » Gilda n'obtint pas de réponse. Elle appela de nouveau sa sœur, puis elle se pencha et toucha son épaule. Héloïse ne bougea pas. « Héloïse, tu dois te lever. Il est 8 heures et tu sais bien qu'il te faut rentrer à Londres pour voir le marquis. » Quelle raison plus impérieuse aurait-elle pu invoquer? Cependant, Héloïse restait inerte. Alors Gilda toucha la main de sa sœur et sursauta. La peau d'Héloïse était aussi froide que le marbre d'une statue. Près du lit, le flacon de laudanum n'était plus tout à fait à la même place, et la cuillère que Gilda avait essuyée après que sa sœur s'en fût servie avait été réutilisée. La frayeur s'empara de Gilda. Frottant la main d'Héloïse, elle cria « Réveille-toi, Héloïse, réveille-toi » Le silence persista. La main d'Héloïse demeurait glaciale. « C'est le froid de la mort, » pensa Gilda. Prise de panique, elle saisit Héloïse aux épaules et se mit à la secouer. Elle vit alors sa tête tomber en avant, mollement, comme celle d'une poupée de chiffon. Il lui fallut un certain temps avant de pouvoir regarder la réalité en face. Héloïse était morte. Cela ne faisait pas de doute. Gilda avait déjà vu des morts. Souvent, elle accompagnait sa mère, qui avait l'habitude de rendre visite aux villageois lorsqu'ils étaient malades. Elle chercha le pouls d'Héloïse, posa une oreille sur son cœur, puis se demanda ce qu'elle devait faire. Il n'y avait de médecin qu'en ville, à 8 kilomètres du manoir. C'était un jeune médecin qui avait pris la relève du vieux praticien. Ami de la famille, Gilda devrait lui payer des honoraires et elle ne put s'empêcher de penser que ce serait de l'argent gaspillé, puisqu'elle connaissait déjà le verdict. Héloïse était morte d'un excès de laudanum. Quant à la toilette des morts, c'était madame Hewlett qui s'en chargeait, et elle ne serait de retour que dans l'après-midi. « Je vais l'attendre, » se dit Gilda. « Ensuite, j'avertirai le pasteur. » Mais aussitôt, elle se souvint que le pasteur était absent pour 3 semaines. Il faudrait donc faire appel à celui d'un autre village afin d'assurer à Héloïse un enterrement religieux. Mon Dieu, comment cela était-il survenu? Gilda se demandait si elle n'aurait pas pu, d'une manière ou d'une autre, éviter ce drame. Héloïse était si belle et si jeune.
Mais serait-il nombreux à Londres à pleurer sa sœur, n'allait-on pas très vite l'oublier? Peut-être qu'apparaîtrait bientôt une jeune femme encore plus belle, et qui serait entourée de galants, oublieux d'Héloïse, morte dans la fleur de l'âge. Tout est la faute du marquis, pensa Gilda. S'il lui avait demandé de l'épouser, Gilda ne serait jamais venue ici. Elle serait restée à Londres, auprès de lui, et comblée, elle n'aurait pas eu besoin de laudanum. En songeant au marquis, Gilda se dit qu'elle serait tenue de lui apprendre, ainsi qu'à Lady Newland, la mort d'Héloïse. Elle décida de lui adresser un message qu'elle remettait au cocher, mais en ce qui concernait Lady Newland, elle serait sans doute plus polie, étant donné sa cécité, de se rendre auprès d'elle. Je suis sûr, estima Gilda, que maman m'approuverait, et si la marraine d'Héloïse avait la bonté de mettre sa calèche à ma disposition, je pourrais être de retour dans l'après-midi. Puis elle se rendit compte qu'elle ne possédait aucun vêtement convenable pour aller à Londres. Lady Newland était aveugle, certes, mais elle risquait de rencontrer le marquis si celui-ci avait décidé d'attendre Héloïse chez sa marraine. Il pourrait être choqué par une apparence qui déjà faisait honte à Héloïse. Gilda décida qu'impolitesse ou non, elle écrirait à Lady Newland une lettre que sa femme de chambre lui lirait. Avant de tirer les rideaux afin qu'Héloïse reposât dans l'ombre, elle jeta un dernier regard à sa sœur, en se disant qu'il était bien cruel de mourir en laissant derrière soi tout ce qui nous tient à cœur. Belle, très courtisée, si le marquis ne l'avait pas épousée, elle aurait pu se marier avec un autre homme fortuné. Pourquoi fallait-il qu'elle disparût maintenant, et d'une façon aussi stupide? Gilda était convaincue que sa sœur n'avait pas voulu mourir. Elle avait repris du laudanum sans s'apercevoir qu'elle en abusait. Leur mère aurait été terriblement bouleversée, mais désormais Héloïse avait rejoint leurs parents. Elles étaient tous trois réunis. « Il ne reste plus que moi, se dit Gilda à haute voix. Cependant, comme je n'aurai bientôt plus d'argent pour me nourrir, je ne vais pas tarder à les retrouver. » Elle s'apprêtait à tirer enfin les rideaux lorsque lui vint une idée. Une idée tellement folle qu'elle s'immobilisa devant la fenêtre, le regard perdu dans un rêve. Comment pouvait-elle envisager une chose pareille? Mais loin de s'évanouir, l'idée s'affirma. Puis Gilda eut la certitude qu'il s'agissait de l'une de ces prémonitions qui parfois s'emparaient d'elle. Cela allait se faire, bien qu'elle doutât encore du succès de l'entreprise. « Non, c'est fou. Impossible, s'exclama-t-elle. Et pourtant l'idée faisait son chemin, enflammait son esprit. Elle la considérait sous tous les angles possibles, bien qu'elle fût déjà convaincue qu'il ne s'agissait pas là d'un simple mirage. Il me faudra une audace invraisemblable, se dit-elle, mais cela vaudra beaucoup mieux que de rester ici et de mourir de faim. Elle se détourna de la fenêtre, s'approcha de la coiffeuse et s'assit sur le tabouret comme Héloïse l'avait fait la veille avant de se coucher. Depuis qu'elle avait retiré les épingles, ses cheveux bouclaient sur son front, à la manière de ceux d'Héloïse. Il lui semblait maintenant voir son visage, mais celui de sa sœur. D'ailleurs, il y avait toujours eu entre elles une ressemblance frappante. Gilda demeurait fascinée. L'ovale du visage, le petit nez droit étaient absolument identiques. Peut-être avait-elle les yeux un peu plus grands, mais il était possible que la fatigue ait marqué le regard d'Héloïse. Moins brillant, ses yeux avaient pu paraître plus petits. Lorsqu'elle cessa de contempler son image, elle vit le rouge qu'Héloïse mettait sur ses lèvres, le pinceau soyeux avec lequel elle rehaussait les couleurs de ses joues, et la poudre de riz qui accentuait la pureté de son teint de lys. Comme dans un rêve, Gilda se servit des cosmétiques en se souvenant des gestes de sa sœur. Le jour de son arrivée après le déjeuner, Héloïse était venue se changer dans la chambre. Assise devant la coiffeuse, elle s'était exclamée « Mon Dieu, je suis horrible !» Elle avait alors utilisé le bâton de rouge, le fard rose pour les joues, avant de répandre sur son visage un nuage de cette poudre blanche qui, de l'avis de Gilda, lui donnait un air différent de femme plus mûre. « Est-ce que tout le monde à Londres se maquille ?» avait demandé Gilda. « Bien sûr, je me sentirais nue sans ces quelques artifices. »« Il te change. Tu es très belle, comme d'habitude, mais d'une autre manière. » Tout en parlant à sa sœur, Gilda voyait son propre reflet dans le miroir, et à côté d'Héloïse, elle se trouvait bien terne, comme délavée. Maintenant, transformée par l'éclat du maquillage, elle crut voir Héloïse. « Je suis la réplique d'Héloïse, » se dit-elle en se levant. Puis tout aussitôt elle ajouta « Comment puis-je penser faire une chose pareille ?» À cet instant, elle s'attendit à voir sa sœur se dresser sur le lit et l'accuser d'une extrême prétention. Mais Héloïse garda son inertie mortelle.
tandis que le soleil auréolait de lumière ses cheveux d'or. Gilda défendit en elle-même la mémoire de sa sœur. Je suis sûr qu'elle aurait été très gentille avec moi si elle l'avait vécu. Puis, oubliant ces paroles sans fondement, ce pieux mensonge, cédant une impulsion plus forte que sa volonté, elle se dirigea vers la penderie. Une demi-heure plus tard, Gilda tira la malle d'Héloïse hors de la chambre, retourna prendre son chapeau, les gants, le sac, et tira les rideaux. Debout près du lit, elle contempla un moment sa sœur avant de s'agenouiller. Avec ferveur, elle pria, afin qu'Héloïse pût enfin trouver la paix et le bonheur. Elle demanda aussi à être pardonnée si elle s'engageait sur la voie du péché. « J'aimerais tant que tu me dises, maman, si ce que je vais faire est bien ou mal. Ce serait tellement plus facile pour moi, mais je jure sur ce que j'ai de plus sacré que j'essaierai d'être bonne avec tout le monde, d'aider les gens et de les comprendre. » Elle poussa un soupir avant de continuer. « Il n'y a pas beaucoup de personnes que je puisse aider ici, alors qu'à Londres, je pourrais peut-être prodiguer service et réconfort comme tu l'as fait si souvent. Aide-moi, maman, à te ressembler, et pardonne-moi si jamais tu désapprouves ce que j'entreprends. » Sa prière achevée, Gilda essuya ses larmes, puis se pencha vers Héloïse et embrassa sa joue de marbre. « Adieu, ma chérie, que Dieu te garde. » Elle ramassa ce qu'elle avait posé par terre en s'agenouillant, sortit de la chambre et ferma doucement la porte derrière elle.